Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle production vidéo Un praticien, un expert, consacrée aujourd'hui à la thématique optimiser la sécurité des élèves en escalade. Mais avant tout, pourquoi un tel sujet support d'une formation en ligne? La réponse est simple. Le constat récurrent d'une accidentologie scolaire encore trop importante dans cette activité spécifique. Une accidentologie liée quasi systématiquement à des défauts de vigilance ou au non-respect des principes élémentaires de sécurité. La question des équipements de protection individuelle, déjà traitée dans notre académie, est certes importante, mais elle n'est pas réellement la source accidentogène majeure de cette activité scolaire. En d'autres termes, beaucoup d'incidents, voire d'accidents graves ou très graves, pourraient être évités si certains principes, certaines précautions, certains automatismes, certains contrôles avaient été intériorisés chez les élèves, certes, mais également chez l'enseignant en charge de cette activité. Pour aborder cette question complexe, je vous propose de retrouver un expert, Jérôme Louvet, professeur agrégé au STAPS de Valence et spécialiste escalade. Bonjour. Et un praticien, Pierre-Henri Gay, professeur d'EPS au collège Marcel Pagnol de Valence, responsable d'une section sportive escalade. Ouais. Bonjour. Notre angle d'attaque n'a donc aucune visée strictement pédagogique ou didactique, elle vise essentiellement l'optimisation de la sécurité dans vos séances ou dans vos leçons d'EPS, en nous appuyant sur les différentes formes de pratiques susceptibles d'être abordées en EPS et permises par les programmes du collège au lycée. Nous retrouverons donc dans le cadre de structures artificielles l'escalade en moulinette, l'escalade en tête, mais également l'escalade sur bloc ou salpant. Jérôme, avant que les enfants arrivent pour l'entraînement, on est dans une salle de pan. C'est vrai qu'au collège, on n'a pas tellement l'habitude de grimper dans une structure telle que celle-ci. Est-ce que tu pourrais nous donner les caractéristiques d'une salle de pan? Oui, alors les salles de pan ou salles de bloc, ce sont des structures qui nécessitent absolument aucun équipement de protection individuelle. La sécurité est assurée par des tapis, avec une hauteur limitée à 4,50 m maximum. À condition évidemment que la structure réponde à la norme. Sur les tapis, c'est la norme française. Et du coup, on vérifie, avant d'utiliser l'installation, que la structure répond à cette norme, c'est-à-dire des tapis qui sont entre 30 et 40 cm d'épaisseur, des tapis jointifs, le fait qu'à la verticale de la surface, de la zone déversante, 2,50 m de façon multidirectionnelle, la zone est protégée, comme ça quand les enfants éjectent sur une chute, ils sont protégés en toutes circonstances, mais aussi vérifier qui est le propriétaire pour savoir si, évidemment, il y a une note de calcul qui a été fournie par le fabricant et si la structure a été contrôlée par un organisme habilité. Professeur de PS que je suis, quand j'utilise une salle de pan, j'ai donc intérêt, je pense, à m'assurer que la salle est aux normes. Pour répondre à ta question, Pierre-Henri, il me semble vraiment important qu'un enseignant utilise une installation qui réponde à cette norme. Il va agir en bon père de famille, qui connaisse le propriétaire, mais aussi le gestionnaire de l'installation. Ça me semble vraiment important pour la sécurité des élèves. Oui, en effet. Concrètement, Jérôme, toutes ces consignes de sécurité apparaissent dans un document ? Oui, on va pouvoir aller voir ce qui est affiché là sur la structure, qui est d'ailleurs un affichage obligatoire. Et on verra aussi par le détail comment ça se traduit sur l'équipement lui-même, si tu veux. D'accord. On y va ? On y va. Donc pour répondre à ta question, Pierre-Henri, on voit là, je dirais, des éléments de base très importants. D'abord, il faut savoir que l'entreprise a été en capacité de fournir une note de calcul au propriétaire et aussi à l'organisme de contrôle habilité qui est venu vérifier que la structure était conforme à la norme. Et du coup, l'entreprise
a été en capacité de procéder à cet affichage qui rappelle que l'installation est aux normes. Bien. On voit apparaître sur cet affichage un contrôle principal de l'installation. Il n'est pas obligatoire, il est conseillé. Par ailleurs, le propriétaire va afficher un règlement intérieur et il se trouve qu'ici, tous les utilisateurs du PAN, donc les enseignants de PS, ont connaissance de ce règlement intérieur, l'ont signé quand ils viennent préalablement, avant de venir sur l'installation. Voilà. Donc c'est les recommandations sur l'usage conforme de l'installation. Donc Jérôme, pas de certificat, pas d'escalade. J'ai envie de dire, si tu viens sur l'installation, tu demandes au propriétaire le certificat, doit être en mesure de te le fournir. Voilà. Donc pour conclure sur ce point, Pierre-Henri, l'exigence pour l'enseignant de PS, c'est de bien connaître qui est le propriétaire de l'installation, qui est le gestionnaire, et si ce propriétaire, avec le gestionnaire, est en capacité de fournir les documents qui sont nécessaires par rapport à la mise en conformité de l'installation. On va se mettre par 3, un ancien avec deux nouveaux, ok, et on va travailler sur le toit, la dalle, les rétas sur le bombé et la jonction de secteur. Ok, donc on va faire 3-4 groupes, un sur la dalle qui est ici, d'accord, vous allez avoir un thème gestuel à respecter, un sur la jonction de secteur qui est, qui est dans le dièdre 3, un dans le toit et un dans le bombé, soit celui-ci, soit celui là-bas. Ok. Sylvain a démarré la séance avec le groupe de la section. Sylvain, donc, il donne un coup de main pour l'entraînement, donc en tant que professionnel de l'activité. Oui. Sur un début de séance comme ça, est-ce que tu penses qu'au niveau sécurité, les règles sont respectées ? Alors il y a plusieurs niveaux de lecture de ce qui s'est déroulé là avec le début de séance. Ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est que la première chose qu'a fait Sylvain quand il est venu ici rentrer avec toi, avec les élèves, c'est qu'il avait déjà fait un contrôle de la structure. Il sait que la structure est aux normes, qu'il n'y a pas de souci, qu'on a des tapis jointifs, que les tapis sont positionnés. Et il a vérifié que les zones de réception avec toi étaient calées. Donc là déjà en termes de préparation de la surface grimpable, il n'y a rien à dire. Les élèves sont partis tout de suite après sur des exercices qui sont des routines sur l'échauffement. Et là, il y a 2-3 éléments qui me semblent assez intéressants d'analyser. Tu as parlé, Jérôme, de routine en escalade. Est-ce qu'il y a des comportements inadaptés à une pratique de l'escalade en PAN ? Ben là, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, c'est des élèves qui ont l'habitude de s'échauffer en bas du PAN. Et bien qu'ils aient l'habitude, en termes de sécurité, il y a déjà des choses qui interpellent. D'abord, les sens de déplacement qui font que les élèves ne viennent pas en collision quand ils exploitent la surface. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les élèves spontanément sont amenés à se répartir sur la surface. Or, ils respectent une certaine proximité parce qu'ils continuent de discuter avec leurs camarades. Donc vous voulez, avec Sylvain, les éclater sur une surface linéaire qui est très importante et normalement ils ne sont pas gênés, et eux, parce qu'ils veulent rester connectés avec les camarades, ils restent serrés et assez rapidement on a vu à l'image que les élèves finalement finissent par grimper les uns sur les autres compte tenu du fait qu'en plus ils n'ont pas des vitesses de déplacement qui sont identiques. Donc, et là ça pose un problème parce qu'assez rapidement ils reproduisent le même comportement quand ils vont monter sur le mur, au moment des chutes, d'abord ils vont se gêner pour grimper et puis ils vont commencer à se chuter les uns sur les autres. Donc ça c'était le premier point. Ça veut dire que quand on les place sur un exercice de traversée, sur le premier exercice, on fait d'abord respecter des distances et on fait en sorte que les élèves s'y tiennent. Voilà. Des distances, tu veux dire des secteurs d'intervention Oui, globalement, le repère, c'est que les élèves soient... En plus, ici, il y a suffisamment de place, mais sur un bas de SAE, on a les mêmes possibilités. Globalement, quand on a un élève par secteur qui fait à peu près 3,50 m, 3 mètres, 3,50 m. D'accord. Voilà. Et par rapport à celui qui ne grimpe pas ? Oui, alors ça a été après, dans l'exercice qui est venu après, une fois que les élèves ont fait des traversées. Il se trouve que là, il n'y avait pas de consigne de sécurité sur la hauteur dès qu'ils ont eu à poser les pieds. Et on a vu à l'image que les élèves spontanément remontent
vont relativement haut parce que quand ils montent un pied, ils ont tendance à se redresser dessus. Donc assez rapidement, ils vont chercher de la hauteur et malheureusement, ils se retrouvent dans des impasses et ils sont amenés, alors qu'ils sont en réveil musculaire, à faire des chutes verticales à des hauteurs assez importantes compte tenu de leur gabarit. Donc assez rapidement, il faut un petit peu cadrer cette hauteur. Donc là, en fait, les élèves sont sur des traversées assez aériennes alors qu'on leur a demandé de traverser au sol. Donc assez spontanément, ils vont remonter très haut. Et la conséquence, c'est que très rapidement, alors qu'on a l'échauffement, ils vont gérer des chutes en grande hauteur. Donc on va leur demander de redescendre un peu plus bas pour être sûr qu'à l'échauffement, ils n'aient pas à encaisser des chutes importantes. Est-ce qu'il y a un critère à respecter au niveau de la hauteur du grimpeur? Eh bien, en fait, la réponse dépend de ce qui a été fait au début de l'échauffement. S'il y a des efforts globaux, sauter à la corde, une petite course, etc., les élèves sont réveillés. Donc, le fait qu'il y ait des chutes en fin de traversée pose moins problème. En revanche, si le mode d'entrée dans l'échauffement, c'est tout de suite des traversées, compte tenu du fait que l'escalade n'est pas un effort très global, il faut faire attention. Et du coup, là, le repère sur un pan qui fait ici, c'est 4,70 m, c'est d'être plutôt aux 2/3 avec un repère sur les mains et pas dépasser ces 2/3 de hauteur. Et si vraiment ils sont dans une impasse, plutôt leur demander de désescalader évidemment plutôt que sauter, interdire de sauter parce qu'ils se font un peu mal au dos et pas dépasser cette hauteur limite. Normalement, à l'échauffement, ils sont en réussite, donc les chutes sont proscrites. Autrement, c'est que c'est trop dur. Bon, ils grimpent par secteur, ils grimpent à 2, 3 en fonction du travail qu'il y a à faire. Est-ce que le positionnement de celui qui ne grimpe pas est important? Oui, le grand problème que l'on a quand on fait de la pratique de bloc en bas de mur ou sur un pan, c'est que les élèves qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas grimpeurs, ont tendance à s'asseoir et ils viennent s'asseoir dans les aires de réception. Donc on le verra à l'image, c'est le comportement spontané des élèves. On les voit là d'ailleurs, ils sont en train de s'asseoir. Il se trouve que là, ils s'assoient en dehors des zones de réception, ce qui est déjà un comportement plus élaboré, je dirais. Mais l'idée, c'est que les élèves qui ne grimpent pas puissent occuper 3 rôles différenciés. Soit d'observateurs, parce qu'ils sont dans les blocs dans nos essais, mais en termes de sécurité, ils peuvent intervenir en parade quand les blocs sont dangereux, et on va voir comment ils interviennent en parade en escalade, c'est très très spécifique, mais aussi en aide, c'est-à-dire une intervention directement sur le corps pour travailler sur la posture, replaquer, etc., et donner des sensations sur le mouvement. Voilà. Étant donné la hauteur, Jérôme, à laquelle était arrivé Marin tout à l'heure, ne penses-tu pas nécessaire de mettre une parade? Non, là franchement, moi là sur le secteur, je mets pas du tout de parade. On va voir qu'en fait la parade elle est nécessaire dans les secteurs dangereux et on va les identifier. Et quand les hauteurs sont relativement modestes, non, pas de parade. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les hauteurs permettent aux grimpeurs de se réceptionner dans des bonnes conditions. Il faut l'apprendre à se réceptionner. Et puis en multipliant la parade, on peut multiplier les risques d'accident avec un élève qui tombe sur les pieds de l'autre. Donc autant dans les secteurs dangereux, ça devient absolument nécessaire, autant quand les réceptions sont possibles sans accident, à ce moment-là, on apprend à redescendre et on apprend aussi à chuter. On apprend ça dans d'autres activités. Ça en fait partie également en escalade, sur des hauteurs modestes. D'accord. Donc là, Jérôme Marin, il vient de terminer son bloc. Pas de parade. Il n'y avait pas de parade. Est-ce que ça doit se faire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Eh bien là, ce qu'a fait Marin, c'est qu'en fait, normalement, il devrait désescalader son bloc. Donc il n'y a aucun intérêt de chuter du haut. Pendant toute la séance de travail, si il multiplie les chutes, ça finit par poser quand même un problème. Il désescalade, la consigne qu'on va donner de sécurité, c'est de désescalader toute prise. La parade n'était pas vraiment nécessaire. Puisque le pas difficile est dans le dièdre, à une faible hauteur, s'il chute, il se fait pas mal. Et du coup, si on avait mis une parade, on risquait plutôt de gêner la réalisation du mouvement. D'accord. En revanche, si le mouvement difficile devait être en haut, avec des déséquilibres qui posent problème, en particulier ici, tu vois, avec une éjection ici sur le bord, là on a une mise en danger, et là on va demander à l'élève qui était sur le côté de venir intervenir, et on va voir comment. D'accord. Jérôme, on aborde le chapitre de la parade. Quel est le rôle et l'intérêt de la parade en escalade?
Eh bien, la parade, elle est là vraiment pour préserver l'intégrité physique du grimpeur dans une pratique de bloc. On verra aussi qu'on l'utilise quand on aborde l'escalade en tête pour protéger la chute du leader avant qu'il ait mousquetonné le premier pied d'ancrage. Mais là, typiquement, c'est vraiment le protéger quand il y a des chutes importantes et des chutes qui sont exposées à un danger. Mais quand il n'y a pas de danger potentiel, que les zones de réception sont jointives et qu'il n'y a aucun souci, à ce moment-là, la parade n'est pas nécessaire. D'accord. Donc, elle n'accompagne pas le mouvement. C'est pas une aide à la réalisation d'un mouvement. Il ne faut pas confondre parade et aide. Oui. Hein. L'aide est vraiment quelque chose de différent. C'est une intervention que fait le non-grimpeur, sur le corps du grimpeur. Et pour résumer, en fait, l'aide, elle peut partir sur, la plupart du temps, en mettant une main derrière la colonne lombaire pour travailler sur la posture. Donc c'est le premier axe de l'aide. On aide le grimpeur à contrôler sa posture. On peut également faire sentir des placements. C'est-à-dire que là, on va pouvoir jouer sur le bassin pour augmenter ou diminuer un enroulement, des choses comme ça. Et puis après, il y a des aides qui sont très ponctuelles sur des actions très locales. Par exemple, faire sentir à l'élève des angulations de cheville sur des prises qui sont en semi-adhérence, entre décalage et des adhérences. Où il va commencer à sentir comment il doit fixer sa cheville pour optimiser la surface d'appui dans un mouvement. Voilà, donc Margot et Emma ont un bloc à faire qui commence par une traversée dans la dalle et qui est suivi par un petit mouvement très délicat en haut où il y a un déséquilibre latéral, ça part en porte. Donc il y a un petit mouvement délicat dans le guèdre, mais il n'y a pas de mise en danger, donc Emma n'intervient pas. En revanche, Emma sait qu'il y a un mouvement délicat en haut, elle se prépare à la parade et ça va partir en porte. Là, la parade, Jérôme, qu'a faite Emma sur le mouvement de porte là, de Margot, Oui. Est-ce que franchement le placement de Emma en bas était efficace? Non, je pense que tu as vu comme moi que Emma est tout de suite venue, non pas dans la zone de réception, à l'endroit où devait amener le déséquilibre, mais elle était dessous, à l'endroit où le mouvement était initié. Donc on voit typiquement qu'Emma n'a pas le comportement d'anticipation qui permet d'anticiper la véritable zone de réception. Elle était déjà trop rentrée dans le secteur et pas suffisamment proche de la zone dangereuse. Hein. Donc ça c'est intéressant par rapport au pareur. Par rapport à la grimpeuse, tu as vu comment elle est tombée? Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée. Oui. Donc en fait, elle n'est plus dans une confiance en pareur, elle se protège elle-même parce que dans la dalle, glisser dans une dalle ou venir ici, c'est pas très agréable. Et elle a préféré se retourner en anticipation de sa propre réception. Donc on voit là l'élève qui n'a pas l'habitude de se lâcher dans le mouvement avec une parade qui l'accompagne dans sa pratique. Hein. Ce qui signifie la faute entre guillemets au mauvais apprentissage de la parade ou alors à l'anticipation de la chute du grimpeur? C'est typiquement un problème d'apprentissage. C'est un apprentissage qui est très long. Parce qu'évidemment, Emma, elle devait bien comprendre comment fonctionnait le mouvement. C'est un comportement anticipatoire. C'est très difficile. Donc ça veut dire que là, on va reprendre le comportement de l'élève et lui réexpliquer où elle devait être effectivement. Et on va aussi intervenir sur le grimpeur en lui disant qu'il y a une intervention et qu'elle est efficace. Et probablement que la grimpeuse, faisant l'expérience elle-même de la parade, va commencer à faire confiance à son partenaire. Alors évidemment, pour l'essai d'apprentissage, on va diminuer un petit peu les hauteurs. Mais là, tu as vu qu'Emma elle pouvait plus intervenir. Elle peut pas intervenir. Et là, on se retrouve dans une situation où la parade est elle-même mise en danger par le retournement du grimpeur. Hein. Donc là où on devait avoir de la sécurité, on génère du risque. Bien, Marin. Première partie de la dalle, pas de risque a priori, d'accord. Margot sera pas très haute, donc s'il y avait un problème, elle peut tomber sans aucun souci. Par contre, dans le bloc ouvert, il y a un petit mouvement là-haut où il risque d'y avoir peut-être un effet de porte, d'accord. Donc il risque d'y avoir chute de Margot là-haut. Donc on est haut. Tu as vu qu'il y a une zone à risque ici. Le placement, à ton avis, comment elle risque de tomber? Je veux dire, si elle part en porte là-haut, comment elle risque de tomber? Elle devrait tomber par ici. Oui, ok. Et donc, quelle va être ton action, toi? Moi, je vais devoir la parer pour amortir ça. Voilà, donc, tu vois la prise d'arrivée. Donc, il faudra peut-être que tu sois un peu plus proche, voilà, par ici. Et tu vas essayer donc de freiner sa chute.
de faire en sorte qu'elle arrive sur ses pieds, de la prendre au niveau, donc au niveau des aisselles. Donc la consigne qu'on va donner, c'est de venir vraiment prendre au niveau des hanches. D'accord. Ok. Donc intervenir plus bas. Et comme les bras sont déjà préplacés, normalement, Marin, comme il est grand, il a quasiment déjà avec lui pour venir la poser. J'ai dit à Marin tout à l'heure de parer au niveau aisselle. Oui. Toi, dans ton analyse de la parade, tu as dit au niveau bassin. Oui. Quelle est la raison d'une parade niveau bassin? Donc au niveau de la parade, tu as vu que ça allait très très vite. Oui. Marin n'est pas un débutant et pourtant il s'est fait surprendre. Donc vu sa taille et son gabarit, s'il a les bras déployés, normalement il intervient au bassin. Intervenir au-dessus, c'est déjà avoir une accélération du grimpeur. Hein. Donc Oui. il intervient plus précocement sur la partie basse du corps. D'accord. Hein. Donc il a plus de chances de le saisir. Ensuite, c'est plus facile d'intervenir au niveau du centre de gravité. Et on a vu que les élèves parfois avaient du mal à s'amortir. Hein. Donc ça fait l'objet d'un apprentissage. Le grimpeur apprend à se réceptionner en amortissant sur une contraction récessive des jambes et il est accompagné par le pareur qui fait exactement la même chose. Hein. Oui. Et le pareur est un peu stable de sorte que les appuis du grimpeur qui chute ne viennent pas sur lui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, Jérôme, en faisant une parade au niveau du bassin, que le grimpeur, en arrivant dans les tapis, se casse en deux, quelque part, et tape la tête contre la structure? Si, tout à fait, c'est des comportements qu'on peut voir apparaître. Alors on ne va pas demander aux élèves de mettre un casque, hein. Par contre on va leur demander de travailler sur leur posture et surtout de travailler sur une flexion de jambe avec une contraction récessive en amortissement et également de demander au pareur également d'accompagner en amortissement. Donc c'est quand même assez fin à sentir, c'est assez compliqué, d'autant qu'en escalade, évidemment, plus le grimpeur est haut, plus l'accélération est importante, plus le grimpeur arrive vite, donc le saisir au bon endroit devient extrêmement délicat. Et puis je dirais, il y a une autre composante quand même, c'est que on a compris qu'en escalade, il fallait déformer la géométrie du corps sur le relief. Donc du coup, on travaille sur plusieurs plans, sur plusieurs axes. Et si le pareur ne comprend pas comment fonctionne le mouvement sur le support, ben, il ne peut jamais trouver le bon endroit compte tenu de ce que va générer le mouvement en termes de déséquilibre. Donc il est obligé d'avoir cette anticipation, de se projeter dans le mouvement pour pouvoir accompagner au bon endroit, au bon moment. Voilà. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que deux grimpeurs de niveau différents, complètement différents, peuvent se parer mutuellement? Ils pourraient se parer mutuellement à condition que les élèves aient eu un contenu de formation sur la parade et qu'en toutes circonstances, ils soient en mesure de répondre à 3 questions. Comment j'interviens, quand j'interviens, où j'interviens. Alors on a vu que c'était ici. Après, ce qui est très délicat, ça va être le placement dans la zone et faire en sorte que le grimpeur ne tombe pas sur les propres pieds du pareur. Voilà. Ça demande un temps d'apprentissage assez long. D'accord. Et la différence de gabarit? Parce qu'on ne l'a pas évoqué, Marin Margot, grosso modo, même gabarit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi éventuellement un problème de ce côté-là? Si, un pareur beaucoup trop lourd? Oui, tout à fait. Là, je pense qu'il y a quand même dans les gabarits des proportions à respecter, avec des écarts de poids qui peuvent, en toutes circonstances, jamais dépasser 10 kg. D'accord. On verra sur la sécurité en cordée, ça se règle assez facilement. Là, il faut faire très attention aux gabarits. Moi, je dirais vraiment, au-delà de 5 kg, ça commence à devenir un petit peu problématique, il faut faire attention. Tu as vu la nécessité de la parade hein, sur les mouvements un petit peu en déséquilibre. Tu as vu que c'est pas évident. Hein. Il faut pouvoir anticiper la zone de chute, donc pouvoir anticiper le déséquilibre. Donc il faut que le pareur comprenne le mouvement. Autrement, il ne peut pas intervenir au bon endroit pour bien te réceptionner. Ok. Puis tu as vu, je me suis mis à genoux au départ parce que sur le mouvement ample, tu pouvais partir. Il faut que je sois déjà à l'intervention. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre vraiment dessous, sous le bassin, puisqu'on intervient sous le bassin. Concrètement, Jérôme, demain, je viens avec une classe, 24, 25, 26 élèves, sur une structure comme celle-ci qui est très dense, très riche en prise, en secteur. Comment gères-tu la sécurité? C'est une question vraiment importante, Pierre-Henri, parce qu'on a l'impression que cette salle qui est avec des tapis jointifs et aux normes est un espace sans danger, et en réalité on se rend compte qu'il faut certaines précautions pédagogiques importantes pour maintenir la classe en sécurité dans ces espaces. On a bien compris avec la parade qu'en fait déjà chaque secteur était isolé avec une aire de réception qui était clairement définie, dans laquelle les élèves n'ont pas ni à être assis
ni à être présent, sauf s'il y a une parade, parce que tu as estimé qu'il y avait une chute problématique, et auquel cas tu as placé la parade. Bien. Ensuite, ici, typiquement dans ces deux secteurs, tu as deux solutions. Soit tu as beaucoup d'élèves et tu es obligé d'utiliser les deux secteurs, auquel cas tu vas demander aux élèves qui grimpent de s'intercaler en alternance avec les élèves de l'autre secteur. Donc ils ne peuvent pas être en même temps à grimper, ce qui évite évidemment des chutes simultanées avec des collisions en l'air, éventuellement ils se tombent dessus au moment de la chute. La deuxième solution, si tu n'arrives pas à le faire respecter au niveau des élèves, c'est-à-dire tu vois cette alternance l'un après l'autre, c'est de geler un secteur, de garder ici uniquement les secteurs sur cette façade, celle-ci est neutralisée et du coup les élèves peuvent stationner dans cette surface et également déambuler sans être gênés par des grimpeurs qui leur tomberaient dessus au moment où ils se déplacent. Voilà. D'accord. Et au niveau du flux, donc du mouvement d'élèves au niveau de la séance, est-ce qu'il y a des normes à respecter? Est-ce qu'il y a des couloirs ou alors ils évoluent dans tout l'espace? Il se trouve qu'ici dans cette installation, chaque secteur est identifié avec un nom et un numéro de secteur. Donc on va retrouver une fiche de suivi de bloc qui permet aux élèves de savoir où ils travaillent et dans quel secteur ils travaillent. Mais après ils vont changer de secteur. Donc tu as deux façons de procéder. Soit tu fais une rotation très simplifiée dans le sens des aiguilles d'une montre, qui présente un gros inconvénient, c'est que tu peux avoir plusieurs secteurs déversants qui fatiguent les élèves et qui assez rapidement dans ta leçon sont complètement épuisés, même avec des groupes de 3 et avec des repos, avec des coupures où tu fais des bilans. Une autre solution consiste à proposer un ordre de circulation à tes élèves qui alterne des secteurs athlétiques et des secteurs faiblement athlétiques, dit autrement une petite récupération active pendant la leçon, et auquel cas les élèves déambulent dans l'installation sur des aires de déambulation, de circulation que tu as définies, puisque tu as défini les zones d'escalade. Typiquement ici, ils vont grimper plutôt ici sur la partie droite, mais ici ils ne grimpent pas, donc ils peuvent circuler, auquel cas ils peuvent se rendre d'un secteur à un autre avec un tempo que toi tu donnes en tant qu'enseignant. Concrètement, est-ce que dans ta séance tu identifies des temps de grimpe pendant lesquels les enfants sont présents au niveau des secteurs et qu'ils ne bougent pas, ou alors autorises-tu à l'inverse n'importe quel mouvement à n'importe quel moment de la leçon? Pour répondre à ta question, en fait, ce qui me semble important, c'est que les élèves comprennent qu'ils doivent être localisés sur leur secteur pendant leurs essais, pendant la séquence de travail, qui comprend évidemment la récupération, mais aussi l'observation, l'aide, la parade. Et ensuite, tu vas introduire des micro-coupures durant la leçon ou la séance qui permettent aux élèves de se réhydrater, de se déplacer, mais sans qu'il y ait des grimpeurs sur le support, donc avec aucun problème de sécurité. Pour des élèves débrouillés, la hauteur de progression ne pose aucun problème parce qu'ils arrivent à gérer la hauteur. En revanche, on verra assez rapidement des problèmes de collusion, des élèves qui ont des vitesses de déplacement qui ne sont pas les mêmes et qui du coup commencent à se grimper les uns sur les autres. Et ça peut poser un problème de sécurité. Donc on va tout de suite leur demander de s'espacer pour respecter une distance de progression. Voilà, merci messieurs pour ces précisions et ces recommandations indispensables. Nous vous rappelons que cette présentation se déroule en plusieurs parties que vous pouvez retrouver sur le site EPS de l'Académie de Grenoble pour la suite ou ses compléments. À bientôt et merci.